Je m'appelle Marinos Papageorgopoulos. Je suis le directeur technique de l'Académie de CF Montréal. Ça fait combien de temps que tu es ici? Je suis né ici, grandi ici. Je suis parti à 19 ans. Je suis parti en Grèce à très petite carrière de foot dans les petites divisions. Et à 27 ans, je suis devenu coach. En Grèce, j'ai coaché pendant 2-3 ans. À 30 ans, je suis revenu, 31 ans. Et j'ai rentré dans le monde du foot ici. Et Pourquoi le Canada alors? Pourquoi tu es venu au Canada? j'ai venu ici en vacances. Je me suis aperçu que le foot était quand même plus développé Qu'en que Grèce? quand moi j'étais ici. D'accord. À travers les années, quand je suis d'accord, ok. revenu, j'ai vu il y avait des centres intérieurs, il y avait plusieurs choses qui ont changé et tu pouvais gagner ta vie en faisant le foot. J'ai quand même grandi ici, alors que j'avais beaucoup d'amis. J'ai rencontré ma femme D'accord, aussi. ouais, ok. J'ai rentré dans le monde du foot, puis C'est comme ça s'est fait. Donc tu as commencé à coacher ici, c'est ça? c'est une histoire un peu drôle, mais une soirée, je retournais à la maison, puis j'ai vu des lumières dans une parc où je jouais quand j'étais jeune. Il y avait un match. Alors je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis je suis assis pour voir un peu le match. Puis il y avait un monsieur à côté de moi qui était fâché. Je l'écoutais, qui parlait. Puis quand je regardais, Hassoun, tu le connais, monsieur Millien. C'est un monsieur du foot, un bâtisseur du foot ici à Québec. Il était des premiers. Et quand je l'ai vu, on s'est parlé. Dans 5 minutes, il m'a dit, ben, le coach qui est là, je l'aime pas beaucoup. Est-ce que tu veux prendre cette équipe? Ah, ça s'est fait Et comme c'est ça? comme ça que c'est commencé ici, oui. D'accord, donc après, suite à ça, tu as entraîné à J'ai à pris l'Impact. cette... C'était l'Impact, c'est ça? Non, non, c'était club. un club local. Ah, local, d'accord, ok, Une ouais. région. D'accord, ok, Une ouais. région locale. J'ai pris charge de cette équipe. 2 mois plus tard, ils m'ont demandé de travailler pour un sport-études D'accord, ok. Section foot, ouais. dans une école qui offre le football pour une association régionale. J'ai commencé à travailler là. J'ai rentré dans un club. Éventuellement, j'ai eu après 5 ou 6 ans à travailler dans les structures ici, je me suis parti, je suis devenu directeur technique à Manitoba, D'accord, une ok. province dans le centre du Canada. D'accord. C'est là où il fait froid. Ouais. On a resté là pendant 3 ans. Éventuellement, j'ai eu une offre pour aller travailler pour les Whitecaps de Vancouver. C'est une autre club MLS D'accord, ok. dans l'ouest de Canada. En tant que toujours coach, c'est ça? Ou directeur technique? Là, non, j'étais plus dans... Eux, on avait un centre d'académie à travers le pays que je gérais pour le club comme directeur technique des centres d'académie à travers le Canada. Et j'étais resté là pendant 6 ans et éventuellement, j'ai eu l'offre de revenir ici à Montréal. D'accord. Donc, la famille de ma femme est là, tout le monde est là et c'est le club où je suis grandi. D'accord. Ce club, hein. Ce club ici, quand j'étais jeune, je me souviens voir Hassoun sur le terrain. D'accord. Puis c'était facile de prendre la décision de revenir travailler pour ce club. Donc quand tu es arrivé pour travailler dans ce club-là, le premier poste que tu as eu, c'est coach ou tu avais un... C'était Patrick Leduc, qui est dans un autre département dans le club, qui était le directeur technique. C'est avec lui que j'ai commencé pour développer tout ce qui est des programmes communautaires, des relations avec des régions, avec des clubs, avec différentes entités dans la communauté pour développer le foot de ce côté du club. Et éventuellement, après 1 an, Pat a été demandé d'aller à un autre département et c'est moi qui ai pris sa place comme directeur de l'académie. Et qu'est-ce que ça représente pour toi de diriger le CF Montréal? Oh, c'est tout. Si tu penses que il y a 28 clubs MLS en Amérique du Nord, il y a 28 postes comme le mien. Alors, c'est un privilège d'avoir un poste où je peux être directeur d'une académie, d'un club pro, chez moi, dans une ligue qui est une ligue qui continue d'évoluer, de grandir. Alors, c'est vraiment un privilège. Je suis chanceux. Alors, on va parler de la structuration. Comment est organisée l'académie? En gros, au niveau du nombre d'équipes, les catégories, l'âge, tout ça. On commence à 12 ans. D'accord. À 12 ans, on commence à créer une liste d'identification. On travaille en collaboration avec les associations régionales ici à Québec, où eux, ils sont responsables pour les clubs dans leur région. Il y a du staff technique dans chaque association. Il y a 14 à travers le Québec et on a des bonnes relations avec eux. Là, on commence à travers les associations et les directeurs de ces régions, de identifier les meilleurs U12 dans chaque région
Et c'est là où on fait un peu le tour de Québec avec notre staff qui travaille, notre scouting, notre département de scouting, le dépistage, où eux, ils créent une longue liste de joueurs qu'on veut suivre à travers les années, mais aussi pour identifier notre première équipe U13 masculin, parce qu'on a aussi une académie féminin, mais sur notre équipe U13, on regarde à peu près 350 jeunes à travers l'été. On fait 10 séances chez eux, en collaboration avec les clubs et avec les régions, finalement pour choisir 24 joueurs qui vont continuer dans notre structure à U13. Il y a 2 portes d'entrée et de sortie à U13 pour les jeunes en avril et en octobre, par rapport aux saisons aussi. Mais nous, on continue de suivre les joueurs de la longue liste qu'on a créée dans les environnements des régions. Et c'est de là où les joueurs continuent on fait des choix. Donc, le joueur continue avec nous. Idéalement, arrivé à U15, quand le joueur va s'intégrer dans l'équipe d'académie qui est en sport-études, ça veut dire à temps plein avec nous, qui s'entraîne dans la journée, qui commence à jouer dans l'MLS Next, dans la ligue d'académie d'MLS. On espère, à partir de ces 3 ans, d'avoir fait une bon travail de filtrer les meilleurs joueurs. À l'académie, ici, ça commence à partir de U15, c'est ça? C'est ça. Alors, U13, U14, notre équipe pré-académie. U15, U16, et je dirais une équipe U18, mais la Ligue nous permet d'avoir des joueurs sous-classés, ça veut dire des plus vieux, qui jouent en Ligue U18. Alors, en général, tu peux dire que, en gros, c'est une équipe U19. Alors, on a 13, 14, 15, 16 et U19. Au niveau des compétitions, comment ça se passe? C'est quoi? C'est des niveaux? Parce que nous, on peut voir en région parisienne, s'il y a des niveaux R1, R2, R3, district. Comment ça se passe ici? Là, en quoi vous évoluez, vous, avec vos équipes de jeunes, en fait? Je vais faire mon meilleur pour expliquer ça, parce que quand même, il faut imaginer que c'est une ligue en Amérique du Nord à travers toutes les États-Unis. Alors, l'MLS a fait un très bon travail pour cadrer un peu tout ce qui est foot juvénile en États-Unis. Ils se sont placés comme dans le juvénile de la ligue la plus haut et ils ont fait des divisions. Il y a 3 divisions. Mais il faut imaginer que c'est une ligue qui est liée à travers les États-Unis. Si on peut dire qu'il y a 14 conférences. Nord-Est, Sud-Ouest, Sud-Central, Sud-Est, etc., etc. Dans chaque conférence, il y a à peu près 15 à 20 clubs. À l'intérieur de ça, il y a des divisions. Alors, les clubs MLS jouent dans la division Homegrown, qui est la plus haute. La plus haute, OK. Il y a des clubs, des académies qui sont reconnus, qui sont capables d'atteindre des critères pour jouer dans la ligue avec nous. Mais il faut imaginer qu'une académie élite, il s'appelle des académies élites, si tu penses à un État comme Illinois et Chicago, qui a 14 millions d'habitants, il n'y a qu'un club MLS. D'accord, OK. Alors, les académies qui se trouvent dans cette ville sont parfois aussi bons et mieux que le club MLS parce qu'il y a plus que 15 bons U15 oui, bien sûr. Dans une ville de 14 millions. Encore pire à Floride où on parle de 23 millions. En Californie, il y a 40 millions avec 2 clubs, ou là 3, une 3e club MLS San Diego qui commence. Mais parfois, les académies qui se trouvent dans la division la plus haute avec nous sont aussi bons et parfois. Donc vous êtes dans le niveau le plus haut dans chaque catégorie? C'est ça. Et il n'y a pas de montée, descente? Non. La montée-descente, c'est plus les joueurs. Alors, si tu es un joueur de qualité et puis tu es en 3e division, ben, il faut chercher un club en 2e division. Et de là, il faut chercher un club en 1re division. Et si tu es dans un club élite, une académie en 1re division, ben là, il faut chercher un club MLS. Et c'est le haut du pyramide dans tout ce qui est juvénile, dans la structure. Et il faut imaginer, quand je dis la ligue est liée, il y a 158 équipes dans notre ligue. Et à la fin, en U15, par exemple, il y a 158 clubs qui participent à travers toutes les conférences. Après, il y a des classements dans les conférences où tu arrives en mois de mai, tu vas à une compétition pour une dizaine de jours. Les équipes qui ont fini dans le haut des classements se rejoignent pour gagner ta place au play-off à la fin de l'année. D'accord, OK. Alors, tu joues un 5-6 matchs pour arriver à 32 équipes qui vont faire les séries à la fin d'année.
Et au niveau des éducateurs, comment ça se passe? Donc, c'était des éducateurs diplômés ou peut-être pas, je sais pas. Est-ce que c'est vous qui formez vos propres éducateurs? Alors, c'est obligatoire que pour coacher dans la Ligue a des critères des licences, un minimum de licence B. Comment se fait le lien entre l'académie et l'équipe première ici? C'est bien. Dans le quotidien, je ne vais pas commencer avec le quotidien, je vais commencer avec la philosophie. On est, et je pense, je l'ai mentionné quand on parlait un peu en bas, mais je suis très chanceux que je suis un directeur d'une académie qui veut promouvoir les joueurs à la première équipe et leur donner des minutes. Je me suis trouvé dans des clubs où le coach de la première équipe ne savait même pas qu'il y avait une académie au club. Mais ici, on veut promouvoir les jeunes, on veut leur donner des minutes. Le fameux « ils sont pas prêts », ben on sait qu'ils sont pas prêts, mais il faut leur donner du chance pour qu'ils sont capables d'arriver. Et ici, on est chanceux que dans notre structure, on a plusieurs joueurs presque à chaque jour qui touchent le terrain des pros, soit dans une façon structurée ou instructurée. Instructurée, ça veut dire, on a 2 blessures, on a besoin de 2 joueurs, est-ce que tu nous envoyer 2? Mais aussi d'une façon, on a un programme qui s'appelle HPP, des joueurs du haut potentiel, que nous, on considère sont peut-être un jour avec notre première équipe. Eux, d'une façon structurée aussi, font des séances avec les pros pour que les coachs, le staff les suit et sont capables de prendre une décision. Essentiellement, là, en janvier, il y aura le camp des pros. Avec les séances que ces jeunes ont fait à travers l'année avec eux, ils sont capables de décider, voici les 4 qui vont venir au camp pré-saison avec la première équipe. Et là, ça va être une décision qui va être prise de qui va signer potentiellement. Pour vous, c'est important de faire ce lien-là entre l'académie, parce que moi, je pense, après, j'ai déjà entendu ça, c'est qu'il y a des fois, il y a des entraîneurs, des équipes premières qui refusent ça. Est-ce que c'est compliqué ou c'est imposé dès le départ, ce truc-là? Moi, je pense par rapport à la philosophie du club, le coach n'a pas le choix de ne pas promouvoir et faire donner des chances aux jeunes joueurs. C'est quoi les plus grands principes que vous voulez inculquer à vos jeunes? Il y a 3 valeurs qui guident un peu notre comportement dans le quotidien. On parle du respect, on parle de la discipline et on parle de l'humilité. Quand on parle, et il y a le sens du mot, être humble, être humble dans la victoire ou quand tu perds un match. Avec ses coéquipiers. Mais nous, on veut vraiment que les jeunes, dans la société d'aujourd'hui, parce qu'on se trouve dans un environnement, dans une société où les jeunes, they expect everything, comment on dit ça? They expect everything to be... Accessible, facile. Tout est facile, tout est accessible, on le doit tout. Alors, on veut s'assurer que les jeunes qui passent par l'académie apprécient qu'est-ce que le staff de 32 adultes qu'on a à l'académie, qu'est-ce que le club leur offre par rapport à leur développement, par rapport à leur cheminement pour aller devenir pro, pour aller à une université, pour jouer avec une bourse en États-Unis, pour aller jouer en CPL, qui est la Ligue professionnelle canadienne. Dans leur cheminement, ils doivent apprécier qu'est-ce qui est produit pour eux, et on veut qu'ils montrent un peu on veut qu'ils montrent ça dans le quotidien. Après, on parle de la discipline avec les jeunes et être à l'heure, replacer ta chaise, enlever ton chapeau quand tu rentres dans l'édifice, ça c'est normal, c'est standard. Mais quand on parle de la discipline et on va au bout, c'est vraiment être discipliné pour s'assurer que quand tu es à la maison, tu manges bien, tu dors bien, tu fais ta récupération. Si la thérapie t'a donné du travail à faire à la maison. C'est réunir pour pouvoir les performer. Donc Est-ce que tu es discipliné dans ton projet pour y arriver et devenir pro? Et après, quand on parle du respect, surtout ça commence avec le respect du logo, le respect du club, le respect de l'environnement. Quand tu marches et tu vois un petit papier par terre, ramasse-le. Le respect des terrains, crache pas sur le terrain, jette pas ton chandail par terre. Donc respecter la culture, l'identité du club, c'est important, et c'est ce que vous inculquez aux plus jeunes. C'est ça que... Et c'est vers là où à chaque jour, comme vous avez vu dans l'édifice, on l'a partout. Dans l'édifice, on a sur tous nos documents. Quand on parle aux joueurs, le langage qu'on utilise vient de là.
pour l'ancrer dans la culture du jeune. Comment tu définis le style de jeu? Ou est-ce qu'il y a une signature CF Montréal aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une signature où on se dit, ah, voilà, il y a une identité de jeu, on se dit, voilà, c'est ça, c'est l'Impact, c'est sûr. Quand même, voilà, si je vois pas le maillot, je sais que c'est le CF. Est-ce qu'il y en a une ou pas spécialement? Oui. À l'académie, si on veut, moi, ce que j'ai dit au coach, c'est si quelqu'un marche dans la rue, puis il regarde qui joue au terrain, il devrait être capable de reconnaître Oui, oui, notre club qui joue. nouveau style. Hein. Alors, on veut possession du ballon, mais on veut possession du territoire aussi. On veut être capable de avoir une possession qui n'est pas Stérile, ouais. Ouais, c'est ça. stérile. Alors, briser des lignes, aller vers l'avant, manipuler l'adversaire pour créer qu'est-ce qu'on veut, nous, être capable de créer des chances de but de différentes manières. Moi, ce que je dis au coach souvent, c'est que si on regarde les stats du match, je veux pas que tu as produit que 2 centres. Je veux qu'on produise des centres, je veux qu'on a des tirs, je veux qu'on a des combinaisons. Alors, produire des chances à marquer de différentes manières. Alors, avec le ballon, possession priorité possession dans le territoire adverse, manipuler l'adversaire, briser des lignes, aller vers l'avant quand on peut. Sans ballon, aller chercher le ballon très haut sur le terrain. Encore une fois, manipuler l'adversaire pour aller chercher le ballon là, nous, où on veut, t'amener là sur le terrain où nous, on veut gagner le ballon, compresser C'est-à-dire que vous voulez l'espace, garder être très vraiment, agressif. c'est-à-dire que pour gagner des matchs, quand vous regardez le résultat, c'est que vous gagnez avec votre identité. Votre objectif, c'est de gagner avec cette identité-là. Ça change pas. C'est-à-dire que si vous gagnez pas avec cette identité-là, c'est On n'est pas content. Voilà. On préfère perdre si ça va être le cas. On veut jamais arriver sur un terrain, défendre bas pour aller chercher un résultat. Ou de jouer long sur un joueur, ou d'aller Non, dire, voilà, jamais. on joue avec nos Jamais. nos T'as principes pas de le jeu. droit de dégager pour dégager. Il faut que tu t'en sors avec le ballon. Alors, on veut le faire de notre façon sur le terrain avec le ballon. Et C'est quand on bien, la c'est perd, on respecté. veut aller le chercher le plus vite possible. J'aimerais qu'on parle du développement des joueurs, de la culture locale. Est-ce que c'est différent avec l'Europe, par exemple, la formation ici? Est-ce que c'est une autre approche? Est-ce que c'est une autre vision? Ou c'est un peu, il y a des similitudes sur certains points, ou c'est vraiment pareil? C'est une autre manière de voir les choses. Dans footballistiques. l'approche du travail qu'on fait sur le terrain, je dirais non. Qu'est-ce qui est différent ici, c'est parfois la culture du joueur. Je dirais en Europe, le joueur a plus une culture de foot qu'ici. En Europe? Je pense. Le joueur là-bas grandit dans le foot. Souvent, moi je prends l'exemple de Grèce. On va chaque été avec mon fils au village de mon père. À chaque soir, pendant 5-6 heures, il y a des jeunes qui jouent du foot de 6 heures jusqu'à 1 heure le matin. Ici, tu ne le vois pas ça beaucoup. Le jeune souvent joue dans une structure d'un club et souvent c'est un environnement où j'arrive, je m'entraîne, je quitte, mais je fais ma séance pour la journée puis je suis à la maison à 8, 9, 10 ans. Ou en Europe, je pense, c'est plus, ils ont plus cette lien avec le club local, qu'ici. Je pense c'est ça qui change, alors que le jeune, nous ici, il faut un peu amener cette culture aux jeunes. Est-ce que vous avez regardé le match des pros? Est-ce que vous allez au stade? Est-ce que vous avez regardé du foot? Est-ce que vous avez l'équipe nationale jouer? On pose ces questions aux jeunes, mais par rapport à l'approche du développement. Après, les jeunes n'ont pas la vision aussi du football européen, par exemple, parce qu'ils ne peuvent pas voir les matchs, en fait. Parce que généralement, ils sont soit à l'école à l'heure-là, même les gens qui travaillent, ben, peuvent pas le voir les matchs, que généralement, c'est à des horaires de 14-15 heures, ce qu'on voyait. Donc, est-ce que ça joue réellement sur ce développement-là, sur les jeunes, sur la culture football ici? Est-ce que ça joue, ça? En France, le peuple, souvent, ou en Grèce, ou en Europe, tout le monde regarde le foot. Tout le monde connaît un peu le foot. Ici, c'est pas le cas avec la famille, les parents. Il y a le hockey, Oui, c'est ça. il y a le football américain, il y a le baseball. Il y a des parents qui connaissent rien du foot. Leurs enfants sont ici, mais ils connaissent rien du foot. Alors, c'est cette culture un peu qui manque, mais à Montréal, on est un peu chanceux du côté que il y a des cultures qui rentrent
Et c'est eux qu'on trouve souvent sur le terrain ici, des cultures qui rentrent des pays de football qui connaissent un peu, mais on a des joueurs que leur famille ne connaît rien. Ils ne savent pas si le ballon est rond ou carré. Ah, d'accord. Ok, c'est marrant. Ils ne connaissent rien. C'est le hockey ici, donc, qui est mis en valeur. Puis, si tu imagines au Canada, en Manitoba, tout le monde, dans leur cour arrière à la maison, avec de l'eau et de la glace, fait une patinoire où le jeune, comme en Europe, joue de foot pendant 5 heures. Ici, parfois, il joue le hockey. Alors, la différence entre le joueur européen, je pense, c'est là. Mais comme je dis, dans l'approche de développement, il n'y a pas grand-chose qui change du côté foot. Alors, nous, on a un média français, donc je suis obligé de poser la question là. Est-ce qu'il y a une influence un peu sur votre approche au niveau de la formation des jeunes, sur l'identité française un petit peu? Est-ce que vous parlez français? Montréal, il parle français. Est-ce que vous vous inspirez aussi de la France beaucoup? Mais j'ai 5 coachs à l'Académie de la France. Alors déjà, ça aide beaucoup. Mais on insiste aussi d'avoir un peu des différentes opinions, parce que je pense que ça aide un peu Bien sûr, bien sûr. à offrir une vision un peu différente. Ouais, ça enrichit les débats et Mais oui, sûrement, il y a une influence. Qu'est-ce qui t'apporte, par exemple, les coachs français qui sont venus ici? Est-ce que tu vois vraiment une autre approche ou c'est identique aux éducateurs canadiens? Encore une fois, c'est une question de culture. Sans dénigrer l'un ou l'autre, ça paraît peut-être qu'en France, peut-être qu'on voit peut-être qu'il y a peut-être plus des éducateurs qui sont plus basés sur que de la compétition. Peut-être qu'ici, ils vont peut-être plus prendre le temps sur de la formation. Est-ce qu'il y a des petites particularités que tu vois plus que d'autres? Vous savez, les Français ont vraiment une très grande identité, right? Ils croient beaucoup en qu'est-ce qu'ils font et comment ils le font. Ils sont têtus, hein. Tu vois, c'est dur, là, j'ai pas... Ils sont têtus, là. Non, mais je sais qu'ils sont têtus, c'est vrai. Oui, Ils sont fidèles à leurs principes et leurs idées. Oui, voilà. Et souvent, s'ils sont éduqués aussi en France, ils sont vraiment, parce qu'ils croient beaucoup en qu'est-ce qu'ils ont appris et dans leur foot, avec raison, parce que la France est une pouvoir du foot. On voit les joueurs que la France a produits à travers le monde. C'est un autre débat. On en discutera. Oui. Mais en même temps, tu sais, alors c'est dur, il y a beaucoup à apprendre. Oui. Mais il faut parfois aussi ouvrir un peu notre horizon et voir des choses un peu différemment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent amener beaucoup de choses. On va reparler de la vie quotidienne et de l'accompagnement. Comment se déroule une journée type pour un jeune de l'académie? Rapidement, même si on a déjà vu un petit peu, on se fait une idée rapidement, mais une journée type. Voilà. Un jeune est à l'école à 8 heures. À midi, il finit son école. Il fait 4 cours, les cours les plus importants. Entre midi et 1 heure, il mange. Ils prennent l'autobus, ils viennent ici. On a des autobus qui les amènent au centre d'entraînement. Soit ils font partie du groupe qui s'entraîne premier, soit ils font partie du groupe qui s'entraîne en deuxième, entre 1 heure, 2 heures ou 2 heures, 4 heures. Et si tu fais partie du groupe qui est à l'intérieur, dans la salle de classe, ben, tu fais tes devoirs. Si tu fais partie du groupe qui est sur le terrain, tu fais ta séance. Après ta séance, c'est toi qui rentres dans la salle d'études et les autres embarquent sur le terrain. Mais là, c'est toi qui fais tes devoirs. Qu'est-ce qui est bien avec tout ça? C'est à 5 heures, tout est fini. L'école est finie, les devoirs sont finis, la séance d'entraînement est finie. Tu peux rentrer à la maison, manger et avoir une belle soirée de détente et de repos. Et si tu es discipliné, tu fais le travail qu'on t'a demandé de faire. Mais c'est un peu le déroulement de la journée. Ça, c'est lundi à vendredi. Souvent, samedi, dimanche, on joue. C'est un petit désavantage qu'on a comme académie parce que la température ne nous permet pas de jouer entre novembre et fin février. Alors, la Ligue, on joue souvent des back-to-back, ça veut dire des matchs samedi et dimanche, entre le septembre et mi-novembre. Et ensuite, on arrête pendant 3-4 mois et on reprend au mois de mars et on joue encore samedi, dimanche, samedi, dimanche, samedi, dimanche. Oui, samedi et dimanche, back-to-back. D'accord. Parce que, par contre, qu'est-ce qui est bien avec ça, d'un côté, c'est on fait des rotations. Ça permet de donner du temps de jeu à tout le monde, qui est intéressant parce que tout le monde a ses chances. Par contre, c'est un désavantage dans le championnat parce que toutes les équipes, ils jouent une match par fin de semaine et souvent, l'équipe qui vient nous jouer dimanche n'a pas joué samedi. Alors, nous, on est en mode 2 matchs versus eux qui sont reposés, qui arrivent, qui jouent. Et c'est ça qui est quand même un peu dur. En plus, si on voyage, il
il faut vous dire ici que le match à l'extérieur le plus près, c'est 7 heures d'autobus D'accord, ok. qu'on fait. C'est Toronto, après c'est New York, on arrive à 8-9 heures. On fait quand même des voyages à Philly et Washington de 14 heures pour faire un match et revenir. L'avion, c'est quand on va à Charlotte, Miami, un peu plus loin, mais jusqu'à 12-14 heures, on le fait avec l'autobus. D'accord, ok. Les avions ici, par contre, c'est pas comme en Europe. On parle de 1500 $ par billet pour aller faire un match. Si on parle de 60 enfants qui voyagent plus le staff, on est à 100 000 pour un match là déjà. Comment vous conciliez l'école et le football? Parce que moi, je pense que les joueurs, voilà, je pense qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont de venir ici. Peut-être qu'ils s'imaginent déjà être professionnels, de jouer à haut niveau. Comment vous arrivez un peu à leur inculquer l'importance du scolaire? Parce qu'on ne va pas se cacher, peu réussi dans le football. Et comment voilà, vous leur inculquez l'importance de la réussite aussi scolaire? Euh, Est-ce qu'elle est omniprésente ou voilà, c'est ça passe avant le foot. On a plusieurs exemples à travers les années. Il y a 2 semaines, il y a un joueur qui s'est pas entraîné pendant 2 semaines parce que à l'école, il avait besoin de se rattraper dans certaines choses. Je pense on avait discuté un peu ça avant, mais quand on annonce à un jeune qu'il va venir à l'académie, à une famille, que tu as été choisi pour venir à l'académie, qu'est-ce qui se passe? Potentiellement, c'est la meilleure journée de la vie de ce jeune, de ses parents, ils sont contents, ils rentrent à l'académie. Imaginez un jour que 5 ans plus tard, ce jeune a échoué à l'école. Puis on lui annonce que tu vas pas continuer à l'académie, ta carrière est finie ici pour nous, tu peux aller chercher autre chose. On a possiblement détruit une vie d'un jeune enfant qui, à un moment donné, rêvait quand il a rentré à l'académie. Et pour nous, pour la famille, ici au club, pour le staff, c'est très clair avec les familles qui viennent à la première journée, les rencontres qu'on fait au début d'année, que l'école va passer avant le foot. Et si vous ne suivez pas dans vos notes, vous n'allez pas jouer. Vous allez débarquer du terrain. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un joueur très talentueux, mais qui scolairement ne suivait pas et que voilà. Malheureusement, il y a des exemples quand même assez fameux qu'il y a des joueurs qui n'ont pas pu rentrer à l'académie à cause de leurs notes. Qui éventuellement ont fini par aller très loin dans leur carrière. Mais on insiste, ça c'est une fois sur je ne sais pas combien, mais pour nous, c'est important que le jeune, au minimum, on veut arriver à un point où on dit aux parents, au minimum, quand votre enfant va rentrer ici, il peut recevoir une bourse à 100% à une école américaine ou à une école ici, locale, où son éducation peut être payée et il peut faire une petite carrière de foot à l'école et finir. Ça, c'est la pire des cas si tu rentres à l'académie. C'est là où on veut arriver. On est presque là. Chez les filles, la graduation, c'est 100% à des écoles soit américaines, soit locales, avec des bourses à 100%. Et vous savez, en États-Unis, les écoles, ça peut être à 50, 60 000 par année. Alors, on parle des bourses de 250, 300 000. Alors, si on peut arriver à un point où, au pire des cas, tu as une bourse à 100% pour ton éducation, au meilleur des cas, tu deviens pro, mais là, je pense qu'on a atteint un peu le niveau où on veut. La discipline, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Comment vous leur inculquez là, vraiment cette mentalité et la discipline dans cette académie? Encore de la langage qu'on utilise dans le quotidien avec les jeunes. On a des structures qu'on a mis en place où on peut faire des suivis par rapport à qu'est-ce qu'ils font. On a des systèmes de pointage quand on fait des jeux et des matchs pour s'assurer que les jeunes travaillent fort et sont disciplinés dans qu'est-ce qu'ils font dans le quotidien. On a différents petits types de façons où on peut faire un suivi pour s'assurer que le jeune est investi dans son projet et discipliné dans son projet pour arriver pro. Mais en général, c'est le staff doit mener par exemple. 2, s'assurer que dans le quotidien, dans les petits gestes qu'on fait, dans les petits mécanismes qu'on a mis en place, qu'on peut faire ce suivi avec le jeune pour s'assurer que c'est le cas. Est-ce que sur un suivi, c'est une petite parenthèse, est-ce que sur un suivi où vous dites, comment je peux expliquer ça? Parce que c'est compliqué à expliquer. Il n'a pas les capacités. En fait, ça peut être néfaste aussi pour lui. Est-ce que le joueur a confiance en vous?
Parce qu'il peut peut-être savoir qu'il a des défauts, mais le fait qu'il va se livrer à vous, il va peut-être se dire, bah voilà, ils vont peut-être pas me faire confiance, parce que j'ai des côtés positifs, négatifs. Peut-être est-ce que vous allez prendre le temps de les travailler, ces côtés négatifs, ou vous allez dire, bah voilà, il a ses côtés négatifs, il va pas réussir professionnel, bah voilà. Vu qu'on a fait avec ce suivi-là, bah au contraire, voilà, on a compris que c'est compliqué. Ou vous essayez de développer ça quand même. Je sais pas si j'ai bien expliqué ce que. Je vais essayer. On veut être très transparent avec les jeunes. D'accord. D'un côté, ce qu'on se dit comme staff, c'est on peut jamais arriver à la fin de l'année et un jeune on va lui annoncer qu'il va pas continuer l'académie et ils sont surpris. Alors, quand je parle des petites structures qu'on a en place pour aider à ça, les coachs, presque une fois par semaine, sinon une fois sur 2 semaines, ils font des rencontres avec chaque joueur individuellement. Et parfois, c'est des rencontres informelles où, ben, comment ça va? Est-ce que ça va bien à la maison? Est-ce que ça va bien avec la famille? Comment tu te sens ici? Parfois, c'est juste une vidéo d'analyse d'un match où tu aurais dû faire ça. Alors, on est très transparent par rapport à où ils se trouvent. Et parfois, les discussions, c'est, regarde, la discipline, tu étais en retard 2 fois cette semaine, tu n'as pas mis ta présence dans le RPE, et parfois, c'est est-ce que tu as fait ton travail à la maison? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? Parfois, c'est tu n'as pas travaillé assez fort durant la séance. On regarde les GPS, on regarde un peu le travail que tu as fait. Alors, on essaie d'être très transparent et leur donner le plus d'informations possible. Et 4 fois dans l'année, on amène les parents dans la conversation aussi. Et comme ça, on a une image globale à travers. On dit tout le temps aux parents, la porte est ouverte, venez nous voir, venez me poser des questions. Donc vous êtes toujours dans l'accompagnement et l'objectif, c'est vraiment de corriger tous les aspects négatifs pour pouvoir l'emmener le plus haut possible dans sa performance. Parce que ça prend nous, ça prend le jeune, ça prend le parent et ça prend l'école, le professeur. Et c'est nous 4 ensemble qui vont aider à former ce jeune-là. Et il faut être transparent entre tout le monde qui participe dans le développement du jeune. Par exemple, pour être plus clair, par exemple, il y a des joueurs qui sont stressés. Oui. Et ils se disent, je ne vais pas le dire à mes cellules par exemple, que vous avez mis en place, ou à mon coach, que je sais que vu qu'il va le savoir, peut-être que maintenant il me fera peut-être plus débuter les matchs. Ouais. Donc est-ce que ça, vous leur offrez la possibilité quand même de se livrer et que vraiment, si tu te livres et que tu es honnête avec nous, je vais venir t'accompagner et on va essayer de corriger ça, ou des fois, voilà, ça peut être compliqué. C'est ça. On espère que le jeune se sent à l'aise de venir nous voir. On espère qu'on a créé cet environnement où il se sent avec son parent à l'aise de venir nous voir. Parce que c'est pas le cas dans toutes les clubs. Dans toutes les clubs, ils ont les portes fermées. Les parents n'ont pas le droit de regarder les séances. Les parents, tu ne veux pas nous voir, on va se parler seulement durant la réunion qu'on a préparée 4 fois par année. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. Parfois, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe avec ce jeune? Il n'y a rien à voir avec le foot. C'est dans sa vie. Et encore, l'environnement extérieur du cadre footballistique ici. Comment vous gérez ça? Comment vous gérez ça? Est-ce que c'est pas le point central des fois on voit que c'est un peu trop structuré dans son club, dans son académie, et qu'on sait que quand ensuite il est dans un environnement différent, bah, c'est peut-être plus souple, c'est beaucoup plus souple dans son environnement, ou peut-être néfaste, avec les parents, les amis, tout ça. Comment vous avez à gérer ces 2 cadres? C'est dur. C'est généralement la plus grosse problématique que rencontrent les centres de formation, généralement les académies. C'est qu'on les discipline ici, et c'est vrai que quand ils sont dehors, bah, c'est difficile. Et des fois, les discours, l'approche avec les jeunes sont différentes. On a des situations à l'académie où on a des jeunes, son papa, une maman qui travaille toute la journée. Ils sont 4 frères qui s'élèvent tout seuls entre eux. Et tu as raison qu'il manque parfois une structure à la maison. Voilà, c'est ça. Que quand ils arrivent ici, donc la raison qu'on veut faire ces rencontres, ces discussions, c'est d'être conscient de qu'est-ce qui se passe dans la vie du jeune, parce que ça commence là, de comprendre. Je te donne un autre exemple, et peut-être vous êtes conscient de ça aussi. Il y a certaines cultures où, si le jeune te regarde dans les yeux, il te manque le respect. Il te provoque. Alors les jeunes, ils sont comme ça. Ils te regardent pas. Ben, il y a des coachs qui se disent, ben, pourquoi tu me regardes pas dans les yeux? Et s'il manque de respect parce que tu me regardes pas dans les yeux, alors être conscient de qui le joueur est, qui est l'être humain,
avec qui tu as affaire, c'est quoi sa situation familiale, ça commence là, être conscient. Ouais, je vois. Et il y en a des jeunes que tu peux pas traiter, veux pas, de la même façon, parce que le jeune se trouve dans une situation où sa mère n'est plus là à la maison, il habite avec sa tante qui n'a jamais à la maison, où il y a un jeune qui a accès à tout dans sa vie, le papa est là tous les jours. Alors, c'est des discussions différentes que tu dois avoir, mais ça commence par être conscient de qu'est-ce que c'est la situation du jeune. C'est peut-être la partie la plus importante. Vous, votre objectif vraiment principal, c'est d'aller former pour l'équipe première et la MLS, c'est ça? Ici. Mais en dehors de, oui, après il y a Je te dirais, il y a 3 piliers. Et chaque pilier un est aussi important que l'autre. Alors oui, il y a l'être humain. Hein, on a parlé de la famille, parce qu'on est un club, une entreprise familiale. Il y a une famille qui gère le club. Et pour la famille, c'est important que l'être humain. Deuxièmement, c'est l'école. Et je ne dis pas qu'un est plus important que l'autre. Et après, il y a le foot. Oui, on veut que what comes out of all this, how do you say that? Le débouché de tout ça à la fin, oui, c'est l'être humain, le scolaire et les joueurs pour la première équipe. Mais je te donne un exemple, le cohort de l'année passée, on a 2 joueurs qui ont signé avec la première équipe. On a un joueur qui est parti en Bologne, qui a signé avec en Bologne? Bologne, avec la Primavera en Italie. C'est le club sœur de notre propriétaire. Ok, d'accord. Et après ça, on a 4 ou 5 joueurs qui ont fait le camp des pros, mais n'ont pas arrivé à signer avec nous. Mais les 4 jouent pro maintenant dans des ligues différentes à travers le monde. Il y a 3 en CPL, il y en a un en Autriche. On a à peu près 8 joueurs qui ont sorti du cohorte, qui sont dans le monde pro. Mais à côté de eux, on a à peu près 6 joueurs qui ont fait des contrats avec des universités, qui sont maintenant à temps plein. Par contre, un de ces joueurs qui a quitté l'académie, il est dans la liste des 3 pour le meilleur joueur de la Ligue universitaire américaine. Alors, tout ça nous fait fiers. Que soit il devient pro ici, ben, tant mieux, excellent. Soit il devient pro ailleurs ou ils vont chercher des bourses à l'intérieur des écoles. On est fiers de tout ça. Et c'est quoi les critères qui montrent qu'un joueur est prêt à passer avec l'équipe première au niveau supérieur, au plus haut niveau, pour vous? Côté hiérarchie, qu'est-ce qu'on dit, nous, surtout à notre équipe U18? C'est 1, rentre dans l'alignement, 2, rentre dans les partants, 3, soit un joueur qui a un impact à chaque match. Est-ce que de ta façon, tu es capable de impacter le match, soit défensivement, soit offensivement, de ta manière? Si tu te trouves dans cette partie-là de l'équation, que tu es un joueur qui a traversé et tu impactes chaque match, mais là, tu peux potentiellement devenir un joueur de haut potentiel. Là, tu rentres dans un environnement où tu es là le matin, tu fais des entraînements le matin avec un staff qu'on a spécifique pour faire des séances avec les hauts potentiels, et tu fais des entraînements avec ton équipe. Et quand les pros ont besoin des joueurs, ben c'est toi qui vas aller directement. Alors, tu as l'occasion de t'entraîner avec eux, faire tes entraînements le matin, faire tes séances. C'est sûr qu'on gère le lot du joueur à travers tout ça avec les préparateurs physiques. On se chicane tout le temps avec eux, mais c'est ça. Après, le critère, le joueur doit avoir quelque chose de différent des autres. Et surtout le caractère d'être capable d'être discipliné et motivé. Et la motivation doit venir de l'intérieur, qu'on n'a pas besoin de le pousser. Il est là le matin, il est prêt sur le terrain, il nous attend, il est motivé d'être aux entraînements et travailler fort et montrer aux autres que c'est donc la raison que moi je fais partie de. Vous avez beaucoup d'exemples de joueurs formés ici qui sont allés à l'équipe première ou même qui ont signé dans d'autres clubs en MLS? Oui. D'autres clubs en MLS, moins, mais je vais les garder pour vous parce que chez nous, je pense, on est à 25 ou 26 joueurs à travers les dernières 10 ans qui ont signé avec nous. Il y a certains joueurs aussi qui ont parti, même récemment, Mathieu Chaudière joue en Europe, Nathan Saliba. On a d'autres joueurs qui jouent en MLS, qui étaient au club et qui sont partis. Mais on a beaucoup de joueurs, on a 25 qui jouent à peu près, qui ont fait partie de l'académie, qui jouent en CPL, la Ligue canadienne professionnelle. Alors non, oui, on a une bonne record à travers les années. Là, sur les joueurs qui signent en Europe, vous en signez beaucoup en Europe, des joueurs ici, dans l'académie?
Euh, 1, 2, 4 Ouais, c'est ça ce qui me qu'on fait. est. à Zurich, t'as pas mal de joueurs. T'es pas passé par l'académie, je sais pas si Ismaël connaît, Oui. qui a joué D'accord, ok. avec nous, qui passait à Marseille aussi. Ouais, c'est ce que je vois. Mais tu nous en avais parlé de ça hier. Je me rappelle. Ouais. Est-ce que c'est une fierté différente? C'est ça que je me pose comme question. Parce que moi, alors j'imagine peut-être être ici à ta place. On sait que le football européen est, alors je dirais pas plus évolué sans manquer de respect ici, mais voilà, c'est pas développé de la même façon. Est-ce que toi, en tant que directeur, d'avoir un joueur qui est courtisé par des clubs des pays européens, des clubs européens, tu as plus de fierté que un Non. joueur qui reste ici en Pour MLS? moi, la fierté vient quand un joueur de l'académie rentre à la première équipe et gagne des minutes significatives et fait un impact avec la première équipe. Après, si la première équipe le vend, on est content, mais ma fierté est à l'intérieur du club où le joueur d'ici, qui est d'ici depuis 12 ans, 13 ans, qui arrive là, qui joue, qui gagne des minutes et qui fait un impact au match, c'est là où on est fier. Après, on est content pour le jeune s'il quitte et il va à un autre club. Mais notre fierté, vraiment, c'est qu'il fait un impact chez nous. C'est ça qui nous fait Je pensais content. qu'il y avait une petite différence, mais après, bon, quels sont aujourd'hui vos grands objectifs pour l'académie dans les prochaines années? Est-ce qu'il y a des objectifs, il y a toujours des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme, à peu près sur les objectifs sur les prochaines années? Euh, Sûrement c'est dans le collectif, euh, la ligue dont on joue, à chaque année, ils ont une classement de qualité de jeu. Et ils utilisent différentes façons de mesurer la qualité de jeu à toutes les équipes dans la ligue en entier. Les matchs sont filmés et eux, ils utilisent le subjectif et l'objectif pour créer des classements dans la qualité de jeu. Les U15 l'année passée, dans leur ligue, étaient en jeu ouvert possession, étaient deuxième sur 158. Les U16 étaient 9e sur 152. Ok. Et défensivement, on était deuxième sans ballon sur 152. Alors, collectivement, est-ce qu'on peut continuer de figurer Tout sur les paliers, dans l'eau du club. très haut dans la qualité de jeu? D'accord. Mais il faut penser qu'on se trouve dans un environnement où on joue contre des clubs que, en États-Unis, comme on l'a dit, les ressources de joueurs autour d'eux, des milliers et des milliers, on est un peu un petit académie dans des académies qui ont pas des ressources. On a assez de ressources, des matières, ressources humaines, on a qu'est-ce qu'on a besoin, mais côté ressources de joueurs, c'est pas un grand plateau. On a 80 000 licenciés ici à Québec qui jouent le foot. Et quand même, on figure deuxième en jeu ouvert de possession sur 152 clubs. Alors, on veut rester très haut parce que ça mène de la qualité de l'individuel. Un individuel, pour qu'il est bon et pour qu'il progresse, il doit être dans une collective qui quand même l'aide Bien sûr. à sortir ses qualités. Et ça, à travers la qualité collective, on veut continuer de pousser les joueurs. On a un average de 2 par année dans les dernières 4-5 ans qui signent avec notre première équipe. On veut rester dans cette mode. Mais si vraiment, on veut pas signer des joueurs qui vont être a depth player, comme on dit le joueur 23 à 30. On veut signer des joueurs à la première équipe qui vont devenir des joueurs 5, 6, 7 dans le classement des joueurs qui jouent avec la première équipe. Alors, mon but, c'est de continuer à développer des joueurs qui vont chercher des minutes significatives dans la première équipe et non seulement des joueurs 23 à 30 dans le roster de la première équipe. Si tu devais résumer ta philosophie, la philosophie en une phrase, la philosophie du club en une phrase, Une à phrase. laquelle? Sans C'est pas pitié. noté. Sans pitié. D'accord. Sans pitié. Sans pitié physiquement, sans pitié quand on défend, sans pitié quand on a le ballon, sans pitié quand tu joues contre nous.
On n'a pas de Mentalité pitié. américaine un peu. Pas de pitié. Ben, une des raisons qu'on veut amener, c'est parce qu'on a tout, on a tout, on a tout. On a la C'est pour ça qualité. que Trump veut Il avoir le faut cas. amener si on amène ça, ben là, on les tue. C'est ça. Si on amène ça, on les tue. Non, c'est vrai. Quel message vous aimeriez donner aux jeunes joueurs qui rêvent de venir ici, au CF Montréal? Prépare-toi à travailler sur toi-même, prépare-toi à travailler sur qu'est-ce que tu veux et fais attention. Be careful what you wish for. How do you say that? Fais attention à qu'est-ce que tu souhaites. Parce que si tu vas venir ici, il faut te commettre. Il faut être prêt, il faut être engagé. Parce que c'est dur pour les jeunes. Là. C'est dur avec l'école, c'est dur avec la pression qu'ils ont pour performer à l'école, c'est dur avec la pression qu'ils ont pour performer à l'académie, c'est dur avec les heures qu'ils passent ici, c'est quand même, c'est pas facile et c'est pas pour tout le monde. Pour toi, cette académie, elle représente quoi, cette académie, pour toi? C'est ma vie. C'est ma vie. C'est mon enfant, l'académie et ma femme. Non, non. Mon enfant, ma femme et l'académie. Attends, on la refait. Faut couper ça, là. Celle-là, je la mettrai en intro. Non, mais bon, après, oui. Ouais, après. C'est ma vie, là. On est chanceux. On est chanceux parce qu'on aime, on aime qu'est-ce qu'on fait. Moi, je me sens pas que je viens ici puis je travaille. C'est pas le travail. Je m'amuse, j'ai des plaisirs. On a des bonnes relations avec les coachs, des amitiés. Quoi de mieux? Juste, j'ai oublié de me poser une question sur le projet de formation avec vos jeunes. Est-ce que elle est basée sur votre équipe première ou vous travaillez sur beaucoup plus de modèles de jeu différents pour pouvoir ensuite peut-être les adapter à des futurs autres clubs ou d'autres projets d'entraîneurs où il y a vraiment une seule philosophie, c'est lié à l'équipe première et basta et à notre identité? Il y a des principes de la première équipe qu'on met en place à l'académie. Dès le plus jeune âge ou à partir d'une certaine catégorie, en 18 peut-être ou... Dès le jeune âge. D'accord, ouais. On prend des aspects du jeu qui sont vraiment flagrants, qui ressortent de la première équipe, qu'on met en place à l'académie. On a notre identité à l'académie et l'identité du club. On veut jouer. C'est tout ce que j'ai exprimé dans la discussion, mais on veut jouer. On veut avoir de la qualité dans notre jeu. Mais pour nous, qu'est-ce qui est important, c'est de développer des joueurs qui sont adaptables, non seulement par poste, qui peut jouer un ou deux postes, mais aussi tactiquement, qui sont capables de lire le jeu, qui sont capables de s'ajuster. Comme ça, arriver à la première équipe, peu importe c'est qui le coach, peu importe qu'est-ce que le coach demande, le joueur est capable de s'adapter à l'environnement qu'il va se trouver. Donc c'est souvent lié quand même à l'équipe première, quoi. C'est lié à votre identité, à votre philososie. Du club. Parce qu'il y a comme vous disiez, voilà, on l'avait visité tout de suite, c'est là où il y avait toujours une méthodologie, donc vous savez, vos propres principes de jeu que vous voulez inculquer au niveau des jeunes. 100%. C'est-à-dire que vous devez les retrouver sur chaque séance, sur chaque match, pour aller chercher un résultat. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. C'est lié à notre identité. Alors, les principes sont liés à l'identité. C'est ça. Et à chaque fois qu'on joue, pour se ressortir l'identité, mais il faut mettre en place ces principes. Et nous, on a notre document, notre projet de jeu, notre modèle de jeu. C'est donc aussi le document qui me permet, comme directeur d'académie, de responsabiliser un peu le staff pour dire, mais attends, c'est ça notre identité, voici les principes qu'on cherche, regarde ton match. Ben, il y a ça qui manque, il y a ça qui manque, ça il faut faire un peu plus, ça il faut faire un peu moins parce que ça ne rejoint pas notre identité. C'est donc la façon que je peux juger, entre guillemets, le travail du coach pour le comparer contre quelque chose. Si on n'a pas ça, Mais comment t'emmènes tous ces éducateurs, tous ces entraîneurs-là dans ce projet-là pour que ce soit un projet commun? Les Français, c'est dur. Non, c'est pas ça. Ça m'étonne pas. Non, mais c'est intéressant. Et il y a différentes façons pour un directeur d'académie de venir et présenter un projet de jeu. Tu peux dire, ben voici qu'est-ce qu'on va faire, voici ce que je m'attends de vous, allez-y. Tu peux dire au coach, ben développe ton propre modèle de jeu, montre-le-moi, on va le discuter et vas-y. Ou la méthode que moi j'aime utiliser, c'est on va le développer ensemble, qui va tous nous représenter et on va tous se mettre d'accord sur voici notre projet de jeu. Après, il n'y a pas de choix. Là. Attends, on a décidé que c'est ça qu'on va faire.
Pourquoi est-ce que tu me présentes une défense au milieu de terrain et tu ne vas pas les chercher? Tu ne vas pas les chercher comme on l'a discuté, comme on l'a décidé dans nos principes. Alors, pour moi, cette méthode, c'est nous, ça nous représente parce que c'est nous. Et ça nous a pris 5 mois, 2 fois par semaine, 3 jours à la fois, 3 heures à la fois, pour mettre en place cette identité. À chaque année, par rapport à qu'est-ce qu'on s'aperçoit, qu'est-ce que l'opposition nous présente. Il y a des choses qu'on ajuste, qu'on améliore, qu'on change, parce que là, on voit qu'on joue contre des bons coachs qui nous présentent des choses qu'on n'a pas vues avant, que soit défensivement, offensivement, et on fait des ajustements à la fin de chaque saison. Et quand on commence au mois d'août, ben, on le met en place, le nouveau document qu'on a travaillé. Pourquoi c'est important de ne pas travestir ces principes? Parce que y en a qui peuvent se dire, voilà, ils m'imposent des principes, un modèle de jeu, et peut-être que là, je suis sur un match on attend un résultat, peut-être que je dois mettre de côté ces principes-là, je dois mettre quelque chose d'autre en place pour aller rechercher ce résultat-là. Pourquoi c'est important de garder nos principes? C'est ça que je vais faire comprendre, surtout à ceux qui nous regardent en fait. Qu'est-ce qui est important, c'est de ne pas to tie the hands of the coaches, comment on dit ça? De lier le coach de lier le coach. Alors, à l'intérieur de principe, ils ont une espèce de liberté. Un peu de liberté. C'est ça qui enrichit le truc aussi. Ouais. Et c'est ça. Et je te donne un exemple que on a un ailier qui est très bon quand il rentre à l'intérieur et reçoit le ballon entre les lignes. Ben lui, tu vas le mettre avec un arrière droite qui est quand même assez vite, qui aime prendre la ligne et avancer. Alors le coach a l'habilité de faire des petites combinaisons ou qui est plus dans le profil de son équipe par rapport à les joueurs qu'il a. Mais dans les principes, il doit rester quand même prêt à qu'est-ce que nous, on a décidé, on a mis ensemble. Et le coach a tout le temps le droit de venir dire, ben, écoute-moi Marino, je pense à ça, je veux faire cet petit ajustement, voici la raison. Mais OK, mais vas-y, pense à toutes les sous-principes que tu vas mettre en place pour supporter qu'est-ce que tu veux amener. Pense aux actions des joueurs que tu vas demander parce que là, on peut pas passer à un 4-4-2, un système différent qui va pas représenter un peu qu'est-ce qu'on veut faire sans avoir vraiment pensé aux détails qui va venir amener ça. Parce que si nous, on n'a pas le détail, mais les joueurs les auront pas. C'est ça. Alors, si un coach veut faire des petits ajustements, il peut. Mais il a qu'à le justifier, qu'à faire une discussion. Sur le communiquer. La communication, ça va. Et de le préparer et mettre le niveau de travail que nous, on a mis pour mettre ce document en place. C'est pas on the fly qu'on va faire ça, tu sais. Non, mais c'est intéressant. En tout cas, je veux te remercier. Ouais, vas-y, tu peux. Ouais. Vous pouvez suivre les questions, poser direct. Une séance type, vous avez des procédés par séance? Oui, on a une méthodologie. Il y a 3 piliers. Donc, qu'est-ce qu'on veut ressortir et que je demande au coach. Encore une fois, c'est une discussion qu'on a fait collectivement. Il y a 3 choses qu'on veut vraiment ressortir durant les séances dans le quotidien. Un, c'est il faut qu'il travaille et crée des exercices où le temps et l'espace est contraint pour les joueurs, des 4 contre 4, des 3 contre 3, dans des petits espaces, 55, pas plus que ça, où il y a une 20-25 minutes où les joueurs sont appelés d'amener une technique sous pression qu'ils doivent utiliser pour s'en sortir. Et ça, ils doivent le faire à chaque jour, presque, on demande, même 2 fois. Parce que c'est l'environnement, ils vont se retrouver souvent et être capable de ressortir dans... Le jeu réduit, quoi. C'est ça. 2, c'est le travail individuel. Soit le technique global, surtout avec les plus jeunes, 13, 14, 15. On travaille la jambe gauche, on travaille la jambe droite, on travaille la réception, on travaille la technique globale. Et 16, 18, on peut introduire les techniques par poste. Ça veut dire un ailier qui travaille sur le centre, avec opposition, sans opposition. Alors, beaucoup de travail technique qui doit être intégré presque à chaque jour dans les séances. Et troisièmement, il y a un élément technico-tactique que tu dois amener durant ta séance, où tu vas faire un lien avec les principes de jeu qu'on veut mettre en place. Beaucoup de nos principes sont basés sur, encore une fois, avec le but de développer des joueurs adaptables. Beaucoup de nos principes sont basés de qu'est-ce que l'adversaire te propose. Alors, on demande les joueurs beaucoup de voir et comprendre qu'est-ce que l'adversaire propose. Et nous, on a des solutions qu'on propose aux joueurs par rapport à ça. Alors, si, par exemple, on a une équipe qui ferme le milieu, ben voici comment on peut
traverser. Si on a une équipe qui veut nous fermer sur le côté, ben voici comment on va renverser le jeu. Si on a une équipe qui est têteux, qui veut pas sortir, qui reste, ben voici des solutions. Et durant le match, on espère que les joueurs vont reconnaître. On les aide à reconnaître ces situations-là. Et là, on a des solutions et des principes pour qu'ils peuvent travailler pour aller chercher. Alors ça, c'est la troisième partie, l'aspect tactique qui est lié au principe. Alors, dans une séance type, on doit voir, c'est ça, la situation, l'individuel, la technique et les jeux réduits. Et sur le niveau technique, vous êtes plus sur de l'analytique ou sous forme de jeu? Les deux. Les deux. C'est là où on donne encore la liberté au coach de travailler. C'est le débat. Hein. Et moi, après, j'ai mon avis, mais il va à contresens généralement de la plupart des gens. C'est que moi, on a toujours voulu enlever l'analytique, la répétition où il n'y a pas d'adversité. Mais je pars sur le principe qu'en fait, si tu enlèves ça, en fait, je pense pas que le jeune, grâce au jeu, peut penser à ce geste-là naturellement et rapidement dans sa tête. Je pense qu'on est obligé de le faire de la réputation à vide. Peut-être que c'est vrai que c'est chiant parce qu'il y a l'aspect aussi de j'ai envie de le faire, j'ai la flemme ou tu vois, c'est de concentration. Qu'est-ce qui est dur avec l'analytique? Ce qui amène le débat, c'est parfois la motivation des joueurs. Du joueur, ouais. D'être dans un. Il y a l'âge. Oui. Plus en école de foot. Peut-être la compréhension. Après, peut-être que parce que moi, je le voyais, des moments où je faisais beaucoup d'analytique. Et c'est vrai que après, il faut le faire généralement très court. Parce que garder ce jeune-là, tu sais, à courir avec un ballon tout seul, à coup de sifflet, tu dis fais ce geste-là, au d'un moment, il en a marre, il baisse son intensité, il commence à fatiguer. C'est vrai, je pense que c'est un jeu sur la durée, peut-être. Et la présence du coach, être présent, avoir ta voix. Je pense que ça joue, c'est vrai. Et surtout avec les plus jeunes, moi je suis d'accord avec toi, j'aime beaucoup l'analytique, mais avec les plus vieux, ce qu'on essaye de faire nous, c'est d'ajouter même si tu n'as pas d'adversaire, mais ajouter une décision. C'est ça. Oui, pour rester dans l'aspect, d'accord. Alors, lui se présente à ce compte-là, ça veut dire, toi, tu dois aller là-bas. Alors, il faut prendre l'information. Tu travailles quand même les aspects techniques sans opposition, mais avec une décision qui force un peu de garder le joueur engagé dans la séance, dans l'exercice. Il y a beaucoup de choses qui... Une planification annuelle ou pas? Oui. On a une planification annuelle qui est déconstruite dans des cycles de 6 semaines. Et des planifications après ça, des microcycles du semaine. Microcycle, pour ceux qui nous regardent, c'est quoi exactement microcycle? C'est sur une semaine? Une semaine. C'est ça. Mésocycle, après c'est 2 semaines, ça? Non, méso, c'est... Nous, ça dépend. Méso et je sais plus c'est quoi, j'ai oublié. Nous, on a 1 semaine, 6 semaines, et ensuite la globale qu'on utilise pour toute l'année. Et encore, c'est le travail avec les PP que eux, ils commencent un peu avec la structure à l'intérieur de ça. Et ensuite, le coach ajoute un peu les exercices qu'il veut mettre. Après, il y a une discussion qui est faite entre eux et on continue de ça. Adrien, il me pose une question. Une question. Vous avez parlé que dans la ligue, il n'y avait pas de montée et de descente. Oui. Et qu'on mesurait aussi la performance des joueurs défensivement, que vous avez un classement qui était fait. Oui, classement de qualité de jeu. Qualité de jeu, de l'analytique, de la data. Et est-ce que ça, c'est pas un avantage dans les ligues nord-américaines par rapport à nous en Europe, où on est confronté tout le temps à il faut le résultat, que ce soit en club pro ou amateur, parce qu'ils sont dans les mêmes championnats avec des montées et descentes. On a une obligation de résultat, et ce qui fait que des fois, on met un peu de côté la formation pour aller chercher du résultat. Alors, ça, c'est un problème du côté... je vais commencer par dire, nous, on est chanceux. On n'a aucune pression de résultat. Aucune pression de résultat. Par contre, dans le développement du jeune, moi, je pense que de temps en temps, le jeune doit apprendre à jouer pour un résultat. Alors, il y a des moments dans l'année où on a le GA Cup, par exemple. Ça, c'est en Nord-Amérique, c'est le plus grand tournoi pour des amateurs ou la juvénile. C'est tous les clubs MLS, plus l'MLS. Ils subventionnent des clubs à travers le monde, des différents pays, des grands clubs. L'année passée, on avait Inter Miami, on avait Manchester, on avait des grandes académies qui viennent, et il y a un tournoi. Alors nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est oui, durant l'année, le focus, c'est sur notre identité. On va pas prendre des décisions de défendre en bloc pour aller chercher un résultat en dimanche quand on va jouer contre New York. Mais quand on va aller au GA Cup, par exemple, là, on veut apprendre aux jeunes, mais là, on va jouer pour gagner. Alors, si on gagne 1-0 puis il reste 25 minutes,
Peut-être les arrières, vous n'allez pas partir. Il y a 2-6 qui vont rester. On va être un peu moins, tu sais, prendre moins de risques pour aller chercher le 1-0 et finir le match pour passer dans les quarts de finale, éventuellement, potentiellement gagner la coupe. Alors, il y a des moments dans l'année où on va enseigner pour gagner, mais 90% du temps, on est chanceux. Par contre, dans un environnement comme New York, où il y a 2 clubs, et eux, ils se battent pour des joueurs, parfois, le joueur choisit le club qui a plus de succès. Et ça parfois va promouvoir pour le club d'aller chercher des résultats pour être capable d'aller chercher des joueurs. Parce qu'ils ont plus de succès que l'autre club. Regarde, eux, ils perdent, nous, on est mieux. On est tout le temps dans les classements, on est tout le temps dans les playoffs, eux, ils sont jamais. Et ça, c'est peut-être parfois en Europe. Je sais que des grands clubs qui ont des résultats, et c'est plus facile d'aller chercher des jeunes que pour convaincre un jeune d'aller dans un club qui n'a pas de résultats, qui dont les forces d'aller chercher des résultats dans leur championnat. Nous, ici, par contre, le club le plus près, c'est Toronto. Il y a 6 heures d'ici. Un jeune ne va pas partir d'ici pour aller là-bas. La confiance, c'est pas la même. Ouais. On n'a pas ce problème-là, qui est bien. Et encore une fois, on est chanceux qu'on est capable de jouer comme on joue. Est-ce qu'un entraîneur français est plus sur la gagne qu'un entraîneur canadien? Non, moins. 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 Donc il est plus dans la formation. Beaucoup plus. Parfois, il faut que je les pousse, les gars. Ah Oui, bon oui. Non, mais il y a. C'est ça que ils sont vraiment ancrés dans la formation. Il y a, on va dire, quand je dis français, quand il dit français, je vais juste mettre, il y a grande ville et province. Ah, peut-être, je sais pas. C'est différent. Les éducateurs Peut-être. province et grande ville, déjà, ils sont complètement différents. Est-ce qu'il y a des éducateurs grande ville, par exemple, parisiens, parce que nous, on est de Paris? Est-ce que ils sont plus dans l'esprit de la gagne ou dans la formation? Je sais pas de Ça, où je il sais pas. vient. Arrêtez avec ces questions-là des Français. Ouais. En tout cas, je voudrais te remercier, parce qu'on aura plein de questions, mais Ah, on oui. va pas te déranger plus longtemps. J'aimerais te remercier pour l'entrevue, et puis je te souhaite le meilleur pour la suite, en tout cas. Moi aussi, je vous remercie, les gars. Puis je sais que Sylvain, demain, va être un gars qui va vous aider aussi Ouais. beaucoup. Lui aussi, c'est un de nos coachs qui a beaucoup de potentiel. C'est lui qui coachait l'équipe qui est terminé 2e en possession de jeu à travers la Ligue, qui est quand même a very big... Une grande, si tu penses, comme je dis, à la structure des États-Unis, des joueurs, puis c'est nous qui arrivons 2e en possession du jeu, c'est quand même... Et c'est Sylvain, là, qui a fait du coaché bon ça. travail. Il fait du très bon travail. Donc on a de la chance de filmer demain. On a la chance, oui. C'est un très bon gars, il connaît son foot, vous allez beaucoup aimer. Merci, c'est gentil, merci.